9. Une Monte-Carlo noire. Les mots c'est bien, Marcus, mais n'écrivez pas pour qu'on vous lise, écrivez pour être entendu. Mon livre avançait. Les heures passées à écrire se matérialisaient peu à peu et je sentais revenir en moi ce sentiment indescriptible que je croyais perdu à jamais. C'était comme si je recouvrais enfin un sens vital qui, pour m'avoir fait défaut, m'avait fait dysfonctionner. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton dans mon cerveau et l'avait soudain rallumé. Comme si j'étais de nouveau en vie. C'était la sensation des écrivains. Mes journées débutaient avant l'aube. Je partais courir, traversant Concorde de part en part, avec dans mes oreilles mon lecteur de mini-disques. Puis de retour dans ma chambre d'hôtel, je commandais un bon litre de café et je me mettais au travail. Je pouvais à nouveau compter sur l'aide de Denise, que j'avais récupérée chez Schmidt et Hanson, et qui avait accepté de reprendre du service dans mon bureau de la 5e avenue. Je lui envoyais mes pages par courriel, au fur et à mesure que je les écrivais, et elle se chargeait de procéder aux corrections d'usage. Lorsqu'un chapitre était complet, je l'envoyais à Douglas pour avoir son avis. C'était amusant de voir combien il s'investissait dans ce livre. Je sais qu'il restait collé à son ordinateur à attendre mes chapitres. Il ne manquait pas non plus de me rappeler l'imminence des délais, me répétant « Si on ne finit pas à temps, on est cuit ». Il disait « on », alors que lui, théoriquement, ne risquait rien dans l'opération, mais il se sentait autant concerné que moi. Je crois que Douglas subissait beaucoup de pression de la part de Barnaski, et qu'il essayait de m'en protéger. Barnaski craignait que je ne parvienne pas à tenir les délais sans aide extérieure. Il m'avait déjà téléphoné à plusieurs reprises pour me le dire de vive voix. « Il faut que vous preniez des écrivains fantômes pour rédiger ce bouquin, m'avait-il dit. Vous n'y arriverez jamais sinon. J'ai des équipes qui sont là pour ça. Vous donnez les grandes lignes et ils écrivent à votre place. » Jamais de la vie, avais-je répondu. C'est ma responsabilité d'écrire ce livre. Personne ne le fera à ma place. Oh, Goldman, vous êtes insupportable avec votre morale et vos bons sentiments. Tout le monde fait écrire ses livres par quelqu'un d'autre aujourd'hui. Un tel, par exemple, il ne refuse jamais mes équipes. Un tel n'écrit pas lui-même ses livres? Il avait eu ce stupide ricanement caractéristique. Mais bien sûr que non. Comment diable voulez-vous qu'il puisse tenir le rythme? Les lecteurs ne veulent pas savoir comment un tel écrit ses livres, ou même qui les écrit. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir chaque année, au début de l'été, un nouveau livre d'un tel pour leurs vacances. Et nous le leur donnons. Ça s'appelle avoir le sens du commerce. Ça s'appelle tromper le public, dis-je. Tromper le public? Goldman, vous êtes décidément un grand tragédien. Je lui avais fait comprendre qu'il était hors de question que quelqu'un d'autre que moi écrive ce livre. Il avait perdu patience et il était devenu grossier. Goldman, il me semble que je vous ai versé $1 million pour ce foutu bouquin. J'aimerais donc que vous vous montriez un peu plus coopératif. Si je pense que vous avez besoin de mes écrivains, alors on va les utiliser, bordel de merde. Du calme, Roy. Vous aurez le livre dans les délais, à condition que vous cessiez de m'interrompre dans mon travail en me téléphonant sans cesse. Barnaski était alors devenu épouvantablement grossier. Goldman, sacré nom de Dieu, j'espère que vous êtes conscient qu'avec ce livre, j'ai mes couilles sur la table. Mes couilles sur la table. J'ai investi énormément de pognon et je joue la crédibilité d'une des plus grosses maisons d'édition du pays. Alors si ça se passe mal, s'il n'y a pas de bouquin à cause de vos caprices ou de je ne sais quelle autre merde et que je devais couler à pic, sachez que je vous entraînerai avec moi, et bien profond. J'en prends note, Roy, j'en prends bonne note. Barnaski, en dehors de ses travers humains, avait un talent inné pour le marketing. Mon livre était d'ores et déjà le livre de l'année, alors que sa promotion, à coups de publicité géante sur les murs de New York, ne faisait que débuter. Peu après l'incendie de la maison de Goose Cove, il avait fait une déclaration retentissante. Il avait dit « Il y a quelque part, caché en Amérique, un écrivain qui s'efforce de rétablir la vérité à propos de ce qui s'est passé en 1975 à Aurora. Et parce que la vérité dérange, il y a quelqu'un qui est prêt à tout pour le faire taire. » Le lendemain, un article du New York Times titrait « Qui veut la peau de Marcus Goldman ?» Ma mère l'avait évidemment lu et m'avait aussitôt téléphoné. « Pour l'amour du ciel, Marquis, où te trouves-tu » À Concorde, au Regents, suite 208. « Mais tais-toi, s'était-elle écriée, je ne veux pas le savoir !» Enfin, maman, c'est toi qui... Si tu me le dis, je ne pourrai pas m'empêcher de le dire au boucher, qu'il dira à son commis, qu'il répétera à sa mère, qui n'est autre que la cousine du concierge du lycée de Felton, et qui ne pourra pas s'empêcher de le lui dire. Et ce diable ira le raconter au proviseur, qui en parlera dans la salle des maîtres, et bientôt tout Montclair saura que mon fils est dans la suite 208, au Regent de Concorde, et celui qui veut ta peau viendra t'égorger dans ton sommeil. Pourquoi une suite d'ailleurs? As-tu une petite amie? Vas-tu te marier? Elle avait alors appelé mon père. Je l'avais entendu crier « Nathan, viens écouter le téléphone. Marquis va se marier !» Maman, je ne vais pas me marier. Je suis tout seul dans ma suite. Gallowwood, qui était dans ma chambre où il venait de se faire servir un copieux petit déjeuner, n'avait rien trouvé de mieux à faire que de s'écrier « Hé, moi je suis là !» Qui est-ce avait aussitôt demandé ma mère. Personne. Ne dis pas personne, j'ai entendu une voix d'homme.
Marcus, je vais te poser une question médicale extrêmement importante et il faudra que tu sois honnête avec celle qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Y a-t-il un homme homosexuel secrètement caché dans ta chambre? Non, maman. Il y a le sergent Gallowwood qui est policier. Il enquête avec moi et il se charge également de faire exploser ma note de service d'étage. Est-il nu? Quoi? Mais bien sûr que non. C'est un policier, maman. Nous travaillons ensemble. Un policier? Tu sais que je ne suis pas née de la dernière pluie. Il y a cette chose musicale, des hommes qui chantent ensemble. Il y a un motard tout en cuir, un plombier, un indien et un policier. Maman, lui, c'est un véritable officier de police. Marquis, au nom de nos ancêtres qui ont fui les pogroms, et si tu aimes ta gentille maman, chasse cet homme nu de ta chambre. Je ne vais chasser personne, maman. Oh, Marquis, pourquoi me téléphones-tu si c'est pour me faire de la peine? C'est toi qui m'appelles, maman. C'est parce que ton père et moi, nous avons peur de ce criminel fou qui te poursuit. Personne ne me poursuit, la presse exagère. Je regarde tous les matins et tous les soirs dans la boîte aux lettres. Pourquoi? 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 Il me demande pourquoi, mais à cause d'une bombe. Je ne pense pas que quelqu'un va mettre une bombe chez vous, maman. Nous mourrons d'une bombe, et sans jamais avoir connu la joie d'être grands-parents. Voilà, es-tu content de toi? Figure-toi que l'autre jour, ton père a été suivi par une grosse voiture noire jusque devant la maison. Papa s'est précipité à l'intérieur, et la voiture est allée se garer dans la rue, juste à côté. Avez-vous appelé la police? Évidemment. 2 voitures sont arrivées, sirènes hurlantes. Et c'était les voisins. Ces diables ont acheté une nouvelle voiture, sans même nous prévenir. Une nouvelle voiture. Tss. Alors que tout le monde dit qu'il va y avoir une immense crise économique, eux, ils achètent une nouvelle voiture. C'est pas suspect, ça? Je pense que le mari trempe dans le trafic de drogue, ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Je sais ce que je dis. Et ne parle pas comme ça à ta pauvre mère qui risque de mourir d'une minute à l'autre d'un attentat à la bombe. Où en est ton livre? Ça avance bien. Et comment finit-il? C'est peut-être celui qui a tué la petite qui veut te tuer. C'est mon seul problème. Je ne sais toujours pas comment le livre se termine. L'après-midi du lundi 21 juillet, Gallowwood débarqua dans ma suite alors que j'étais en train d'écrire le chapitre où Nola et Harry décident de partir ensemble pour le Canada. Il était dans un état d'excitation avancé et commença par se servir une bière dans le minibar. J'étais chez Elijah Stern, me dit-il. Stern? Sans moi? Je vous rappelle que Stern a déposé plainte contre votre bouquin. Bref, je viens justement vous raconter. Gallowwood m'expliqua qu'il avait débarqué à l'improviste chez Stern pour ne pas rendre sa venue officielle et que c'était l'avocat de Stern, Beau Silford, un ténor du barreau de Boston, qui l'avait accueilli en sueur et en tenue de sport en lui disant « Donnez-moi 5 minutes, sergent. Je prends une douche rapide et je suis à vous. » Une douche demandai-je. Comme je vous dis, l'écrivain. Ce Silford déambulait à moitié nu dans le hall. J'ai patienté dans un petit salon, puis il est revenu en costume, accompagné de Stern, qui m'a dit « Alors, sergent, vous avez fait la connaissance de mon compagnon ?» De son compagnon, répétai-je. Vous êtes en train de me dire que Stern est homosexuel, ce qui voudrait dire qu'il n'a vraisemblablement jamais ressenti la moindre attirance pour Nola Kellergan. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Demandai-je. C'est la question que je lui ai posée. Il était assez ouvert à la discussion. Stern s'était dit très agacé par mon livre. Il considérait que je ne savais pas de quoi je parlais. Gallowwood avait alors saisi la balle au bond et lui avait proposé d'apporter quelques éclaircissements à l'enquête. Monsieur Stern, avait-il dit, à la lumière de ce que je viens d'apprendre à propos de votre préférence sexuelle, pouvez-vous dire quel genre de relation il y a eu entre Nola et vous? Je vous l'ai dit depuis le début, avait répondu Stern sans sourciller. Une relation de travail. Une relation de travail? C'est lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous et que vous le payez en retour, sergent. En l'occurrence, elle posait. Alors Nola Kellergan venait vraiment ici poser pour vous? Oui, mais pas pour moi. Pas pour vous, mais pour qui alors? Pour Luther Caleb. Pour Luther, mais pourquoi? Pour qu'il puisse prendre son pied. La scène qu'avait alors racontée Stern s'était déroulée un soir de juillet 75. Stern ne se rappelait plus la date exacte, mais c'était vers la fin du mois. Des recoupements permirent d'établir que cela avait dû se passer juste avant le départ pour Martha's Vineyard. Concorde, fin juillet 1975. Il était déjà tard. Stern et Luther étaient seuls dans la maison, occupés à jouer aux échecs sur la terrasse. La sonnerie de la porte d'entrée retentit soudain et ils se demandèrent qui pouvait bien venir à une heure pareille. C'est Luther qui alla ouvrir. Il revint sur la terrasse accompagné d'une ravissante jeune fille, blonde, aux yeux rougis par les larmes. Nola. Bonsoir, monsieur Stern, dit-elle timidement. Je vous prie de bien vouloir excuser ma venue aussi impromptue.
Mon nom est Nola Kellergan, et je suis la fille du pasteur d'Aurora. Aurora? Tu as fait le trajet depuis Aurora? Demanda-t-il, mais comment es-tu venu jusqu'ici? J'ai fait du stop, monsieur Stern. Il fallait absolument que je vous parle. Est-ce qu'on se connaît? Non, monsieur, mais j'ai une requête de première importance. Stern contempla cette petite jeune femme aux yeux pétillants mais tristes, qui venait le trouver au milieu de la soirée pour une requête de première importance. Il la fit asseoir dans un fauteuil confortable, et Caleb lui apporta un verre de limonade et des biscuits. Je t'écoute, lui dit-il, presque amusé de la scène lorsqu'elle eut bu sa limonade d'une traite. Qu'as-tu de si important à me demander? Encore une fois, monsieur Stern, je vous prie de m'excuser de vous déranger à une heure pareille, mais c'est un cas de force majeure. Je viens vous voir en toute confidentialité pour vous demander de m'engager. De t'engager? Mais de t'engager en tant que quoi? En tant que ce que vous voudrez, monsieur. Je ferai n'importe quoi pour vous. T'engager? Répéta Stern, qui ne comprenait pas bien, mais pourquoi donc? As-tu besoin d'argent, ma petite? En échange, je voudrais que vous permettiez à Harry Kébert de rester à Goose Cove. Harry Kébert quitte Goose Cove? Il n'a pas les moyens de rester. Il a déjà contacté l'agence de location de la maison. Il ne peut pas payer le mois d'août. Mais il faut qu'il reste, parce qu'il y a ce livre, qu'il commence à peine à écrire et dont je sens qu'il va être un livre magnifique. S'il s'en va, il ne le finira jamais. Sa carrière serait brisée. Quel gâchis, monsieur, quel gâchis. Et puis, il y a nous. Je l'aime, monsieur Stern. Je l'aime comme je n'aimerais qu'une fois dans ma vie. Je sais que cela va vous paraître ridicule, que vous pensez que je n'ai que 15 ans et que je ne connais rien à la vie. Je ne connais peut-être rien à la vie, monsieur Stern, mais je connais mon cœur. Sans Harry, je ne suis plus rien. Elle joignit les mains comme pour implorer, et Stern demanda « Qu'est-ce que tu attends de moi ?»« Je n'ai pas d'argent, sans quoi je vous aurais payé la location de la maison pour que Harry puisse y rester. Mais vous pourriez m'engager. Je serai votre employé, et je travaillerai pour vous aussi longtemps qu'il le faudra, pour que ça corresponde à la location de la maison pour quelques mois supplémentaires. J'ai suffisamment d'employés de maison. Je peux faire ce que vous voulez, tout. Ou alors, laissez-moi vous payer la location petit à petit. J'ai déjà 120 $. Elle sortit des billets de sa poche. Ce sont toutes mes économies. Les samedis, je travaille au Clarks. Je travaillerai jusqu'à vous avoir remboursé. Combien gagnes-tu? Elle répondit fièrement 2 $ de l'heure, plus les pourboires. Stern sourit, touché par cette requête. Il considéra Nola avec tendresse. Au fond, il n'avait pas besoin du revenu de la location de Goose Cove. Il pouvait parfaitement laisser Kébert en disposer quelques mois de plus. Mais c'est alors que Luther demanda à lui parler en privé. Ils s'isolèrent dans la pièce voisine. Ellie, dit Caleb, voudrait la peindre. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, Luther, pas ça, pas encore. Veux t'en supplie, lève-moi la peindre, cela fait si longtemps. Mais pourquoi? Pourquoi elle? Parce qu'elle me rappelle Eleanor. Encore Eleanor. Ça suffit, tu dois cesser maintenant. Stern commença par refuser, mais Caleb insista longuement et Stern finit par céder. Il retourna auprès de Nola, qui picorait dans l'assiette de biscuits. Nola, j'ai réfléchi, dit-il. Je suis prêt à laisser Harry Kébert disposer de la maison autant de temps qu'il le voudra. Elle lui sauta spontanément au cou. Oh, merci, merci, monsieur Stern. Attends, il y a une condition. Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Vous êtes si bon, monsieur Stern. Tu seras modèle, pour une peinture. C'est Luther qui peindra. Tu te mettras nu et il te peindra. Elle s'étrangla. Nue? Vous voulez que je me mette toute nue? Oui, mais uniquement pour servir de modèle. Personne ne te touchera. Mais monsieur, c'est très gênant d'être nue. Je veux dire... Elle se mit à sangloter. Je pensais que je pourrais vous rendre des petits services, des travaux de jardin ou faire du classement dans votre bibliothèque. Je ne pensais pas que je devrais... Je ne pensais pas à ça. Elle essuya ses joues. Stern dévisagea ce bout de femme plein de douceur qu'il forçait à poser nue. Il aurait voulu la prendre dans ses bras pour la réconforter. Mais il ne devait pas laisser ses sentiments prendre le pas. « C'est mon prix, dit-il sèchement. Tu poses nue, et Kébert garde la maison. » Elle acquiesça. « Je le ferai, monsieur Stern. Je ferai tout ce que vous voulez. Désormais, je suis à vous. » 33 ans après cette scène, hanté par le remords et comme s'il demandait l'expiation, Stern avait emmené Gaal Wood sur la terrasse de sa maison, la même où il avait exigé de Nola qu'elle se mette nue à la demande de son chauffeur, si elle voulait que l'amour de sa vie puisse rester à Aurora. Voilà, avait-il dit. Voilà comment Nola est entrée dans ma vie. Le lendemain de sa venue, j'ai essayé de contacter Kébert pour lui dire qu'il pouvait rester à Goose Cove, mais impossible de le joindre. Pendant une semaine, il a été introuvable. J'ai même envoyé Luther faire le pied de grue devant chez lui,
Il a finalement réussi à le rattraper alors qu'il s'apprêtait à quitter Aurora. Garlowood avait ensuite demandé « Mais cette requête de Nolan vous a pas semblé étrange ? Ni le fait que cette gamine de 15 ans vive une relation avec un homme de plus de 30 ans et vienne vous demander une faveur pour lui ? Vous savez, sergent, elle parlait si bien de l'amour. Si bien que moi-même je ne pourrais jamais utiliser ces mots. Et puis, moi j'aimais les hommes. Vous savez comment on percevait l'homosexualité à l'époque ? Encore maintenant d'ailleurs. La preuve, je m'en cache toujours. Au point que lorsque ce Goldman raconte que je suis un vieux sadique et sous-entend que j'ai abusé de Nola, je n'ose rien dire. J'envoie mes avocats au front, j'attends des procès, j'essaie de faire interdire le livre. Il suffirait que je dise à l'Amérique que je suis de l'autre bord, mais nos concitoyens sont encore très prudes et j'ai une réputation à protéger. Garlowood avait recentré la conversation. Votre arrangement avec Nola, comment ça se passait ? Luther s'occupait d'aller la chercher à Aurora. Je disais que je ne voulais rien savoir de tout ça. J'exigeais qu'il prenne sa voiture personnelle, une Mustang bleue, et non pas la Lincoln noire de service. Aussitôt que je le voyais partir pour Aurora, je renvoyais tous les employés de maison. Je voulais que personne ne soit là. J'avais trop honte. De même que je ne voulais pas que cela se passe dans la véranda, qui servait d'atelier à Luther habituellement. J'avais trop peur que quelqu'un le surprenne. Alors il installait Nola dans un petit salon, jouxtant mon bureau. Je venais la saluer à son arrivée lorsqu'elle repartait. C'était ma condition pour Luther. Je voulais m'assurer que tout se passait bien. Ou disons, pas trop mal. Je me souviens que la première fois, elle était sur un canapé recouvert d'un drap blanc. Elle était déjà nue, tremblante, mal à l'aise, effrayée. Je lui avais serré la main et elle était glacée. Je ne restais jamais dans la pièce, mais j'étais toujours à proximité pour m'assurer qu'il ne lui faisait aucun mal. J'ai même par la suite caché un interphone dans la pièce. Je le mettais en marche et je pouvais ainsi écouter ce qui se passait. Et rien. Luther ne prononçait pas un mot. C'était un taiseux de nature à cause de ses mâchoires brisées. Il la peignait, c'est tout. Il ne l'a pas touchée alors ? Jamais. Je vous le dis, je ne l'aurais pas toléré. Combien de fois Nola est-elle venue ? Je ne sais pas, une dizaine peut-être. Et combien de tableaux a-t-il peint ? Un seul. Celui que nous avons saisi ? Oui. C'était donc uniquement grâce à Nola que Harry avait pu rester à Aurora. Mais pourquoi Luther Caleb avait-il ressenti le besoin de la peindre ? Et pourquoi Stern, qui d'après ce qu'il disait était prêt à laisser Harry disposer de la maison sans contrepartie, avait-il soudain accédé à la requête de Caleb et contraint Nola à poser nue ? C'étaient des questions auxquelles Garlowood n'avait pas de réponse. Je lui ai demandé, m'expliqua-t-il. Je lui ai dit « Monsieur Stern, il y a un détail que je ne saisis toujours pas. Pourquoi Luther voulait-il peindre Nola ? Vous disiez tout à l'heure que cela lui permettait de prendre son pied. Vous voulez dire que cela lui procurait du plaisir sexuel ? Vous avez fait mention d'une Éléanore également. S'agit-il de son ancienne petite amie ? Mais il a clos le sujet. Il a dit que c'était une histoire compliquée et que je savais ce que j'avais besoin de savoir, que le reste appartenait au passé. Et il a levé l'entretien. J'étais là officieusement, je ne pouvais pas l'obliger à répondre. Jenny nous a raconté que Luther voulait la peindre elle aussi, rappelai-je à Garlowood. Alors ce serait quoi ? Une espèce de maniaque au pinceau ? J'en sais rien, sergent. Vous pensez que Stern a accédé à la requête de Caleb parce qu'il était attiré par lui ? L'hypothèse m'a traversé l'esprit, et j'ai posé la question à Stern. Je lui ai demandé si entre lui et Caleb il y avait quelque chose. Il a répondu très calmement que pas du tout. Je suis le très fidèle compagnon de M. Silford depuis le début des années 70, m'a-t-il dit. Je n'ai jamais rien ressenti pour Luther Caleb, si ce n'est de la pitié, raison pour laquelle je l'ai engagé. C'était un pauvre zonard de Portland. Il avait été gravement défiguré et handicapé après un violent passage à tabac. Une vie foutue sans raison. Il s'y connaissait en mécanique et j'avais justement besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon parc de voitures et me servir de chauffeur. Rapidement, nous avons tissé des liens amicaux. C'était un chouette type, vous savez. Je peux dire que nous avons été amis. Vous voyez l'écrivain, ce qui me taraude, c'est justement ces liens dont il parle et qu'il décrit comme amicaux. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Et ce n'est pas sexuel non plus. Je suis certain que Stern ne nous ment pas lorsqu'il dit qu'il n'avait pas d'attirance pour Caleb. Non, ce seraient des liens plus malsains. C'est l'impression que j'ai eue lorsque Stern m'a décrit la scène où il accède à la requête de Caleb et demande à Nola de poser nue. Ça lui donnait envie de vomir et pourtant il le fait quand même. Comme si Caleb avait une espèce de pouvoir sur lui. D'ailleurs, ça n'a pas échappé à Silford non plus. Il n'avait pas pipé mot jusque-là. Il s'était contenté d'écouter, mais lorsque Stern a raconté l'épisode de la petite, terrifiée et toute nue, qu'il venait saluer avant les séances de peinture, il a fini par dire « Mais Ellie, comment ? Comment ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Et à propos de la disparition de Luther, demandai-je, « En avez-vous parlé à Stern ?
Du calme, l'écrivain. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Silford, sans le vouloir, lui a mis la pression. Il était chamboulé et il en a perdu ses réflexes d'avocat. Il s'est mis à beugler. Mais Ellie, enfin, explique-toi. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Pourquoi as-tu gardé le silence pendant toutes ces années? Le Ellie en question n'en menait pas large, comme vous pouvez vous en douter, et il a rétorqué. J'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence, mais je n'ai pas oublié. J'ai conservé ce tableau pendant 33 ans. Tous les jours, j'allais dans l'atelier, je m'asseyais sur le canapé et je la regardais. Je devais soutenir son regard, sa présence. Elle me fixait avec ce regard de fantôme. C'était ma punition. Gallowwood avait alors évidemment demandé à Stern de quelle punition il parlait. Ma punition pour l'avoir un peu tué, s'était écrié Stern. Je crois qu'en laissant Luther la peindre nue, j'ai réveillé en lui des démons terrifiants. J'avais dit à cette petite qu'elle devait poser nue pour Luther, et j'avais créé une espèce de connexion entre deux. Je crois que je suis peut-être indirectement responsable de la mort de cette gentille petite gamine. Que s'est-il passé, monsieur Stern? Stern était d'abord resté silencieux. Il avait tourné en rond, visiblement incapable de savoir s'il devait raconter ce qu'il savait. Puis, il s'était décidé à parler. J'ai vite réalisé que Luther était fou amoureux de Nola, et qu'il voulait comprendre pourquoi Nola était, elle, folle amoureuse de Harry. Ça le rendait malade, et il est devenu complètement obsédé par Kébert, au point qu'il s'est mis à se cacher dans les bois autour de la maison de Goose Cove pour l'espionner. Je le voyais multiplier les allées et venues vers Aurora. Je savais qu'il passait parfois des journées entières là-bas. J'avais l'impression de perdre le contrôle de la situation, alors un jour je l'ai suivi. J'ai trouvé sa voiture garée dans les bois, près de Goose Cove. J'ai laissé la mienne plus loin à l'abri des regards, et j'ai inspecté les bois. C'est alors que je l'ai vu, sans que lui me voie. Il était dissimulé derrière les fourrés, il épiait la maison. Je ne me suis pas montré, mais je voulais lui donner une bonne leçon, qu'il sente passer le vent du boulet. J'ai décidé de me pointer à Goose Cove, comme si je faisais une visite impromptue à Harry. J'ai donc rejoint la route 1, et je suis arrivé par le chemin de Goose Cove, l'air de rien. Je me suis directement dirigé vers la terrasse. J'ai fait du bruit, j'ai hurlé « Bonjour! Bonjour, Harry !» pour être sûr que Luther m'entende. Harry a dû me prendre pour un fou, d'ailleurs, je me souviens qu'il a hurlé comme un beau diable lui aussi. Je lui ai fait croire que j'avais laissé ma voiture à Aurora, et j'ai proposé qu'il me ramène en ville, et que nous déjeunions ensemble. Il a heureusement accepté et nous sommes partis. Je me suis dit que ça laisserait le temps à Luther de déguerpir et qu'il en serait quitte pour une bonne frayeur. Nous sommes allés déjeuner au Clarks. Là, Harry Kébert m'a raconté que l'avant-veille, à l'aube, Luther l'avait ramené d'Aurora à Goose Cove après une mauvaise crampe pendant son jogging. Harry m'a demandé ce que faisait Luther à une heure pareille à Aurora. J'ai changé de sujet de conversation, mais j'étais très préoccupée. Il fallait que cela cesse. Ce soir-là, j'ai ordonné à Luther de ne plus aller à Aurora, qu'il aurait des ennuis s'il continuait. Mais il a continué malgré tout. Alors environ 1 ou 2 semaines plus tard, je lui ai dit que je ne voulais plus qu'il peigne Nola. Nous avons eu une dispute terrible. C'était le vendredi 29 août 1975. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus travailler pour moi. Il est parti en claquant la porte. Je pensais qu'il avait agi sur le coup de la mauvaise humeur et qu'il reviendrait. Le lendemain, ce fameux 30 août 1975, je suis partie très tôt pour des rendez-vous privés. Mais à mon retour en fin de journée, en constatant que Luther n'était toujours pas rentré, j'ai eu un drôle de pressentiment. Je suis partie à sa recherche. J'ai pris la route d'Aurora, il devait être vers 20 heures. En chemin, je me suis fait dépasser par une colonne de voitures de police. Arrivé en ville, je découvris qu'il y régnait une agitation terrible. Les gens disaient que Nola avait disparu. Je me suis fait indiquer l'adresse des Kellergan, alors qu'il m'aurait suffi de suivre le flot des curieux et des véhicules d'urgence qui y confluaient. Je suis resté un moment devant leur maison, au milieu des badauds, incrédule, à contempler l'endroit où vivait cette gentille fille, cette petite bâtisse tranquille, en planches blanches, avec cette balançoire accrochée à un épais cerisier. Je suis rentré à Concorde lorsque la nuit fut tombée et je suis allé dans la chambre de Luther, pour voir s'il était là, mais personne, évidemment. Il n'y avait que le tableau de Nola qui me dévisageait. Il était terminé. Le tableau était terminé. Je l'ai pris avec moi, je l'ai accroché dans l'atelier. Il n'en a plus jamais bougé. J'ai attendu Luther toute la nuit, en vain. Le lendemain, son père m'a téléphoné. Il le cherchait aussi. Je lui ai dit que son fils était parti l'avant-veille sans donner plus de précision. À personne, d'ailleurs. Je me suis tue. Parce que désigner Luther comme coupable de l'enlèvement de Nola Kellergan, c'était comme être coupable un peu moi-même. J'ai guetté Luther pendant 1 mois. Tous les jours, je partais à sa recherche, jusqu'à ce que son père me prévienne qu'il s'était tué dans un accident de la route. « Êtes-vous en train de me dire que vous pensez que c'est Luther Caleb qui a tué Nola ?» avait demandé Gallowwood. Stern avait hoché la tête. « Oui, sergent. Ça fait 33 ans que je le pense. » Les propos de Stern que me raconta Gallowwood me laissèrent d'abord sans voix.
J'allais nous chercher 2 autres bières dans le minibar et je branchai mon enregistreur. « Il faut que vous me répétiez tout ça, sergent, ai-je dit. Je dois vous enregistrer, pour mon livre. » Il accepta de bonne grâce. « Si vous voulez, l'écrivain. » J'enclenchai l'appareil. C'est à ce moment-là que le téléphone de Galewood sonna. Il répondit et l'enregistrement témoigne de ses propos. « Vous êtes sûr, dit-il ? Vous avez tout vérifié ? » « Quoi ? Quoi ? Mon Dieu, c'est complètement fou !» Il me demanda un morceau de papier et un stylo. Il prit note de ce dont on l'informait et il raccrocha. Puis il me regarda avec un drôle d'air et me dit « C'était un stagiaire de la brigade. Je lui avais demandé de me retrouver le rapport d'accident de Luther Caleb. » « Et ?» D'après le rapport de l'époque, Luther Caleb a été retrouvé dans une Chevrolet Monte Carlo noire, immatriculée au nom de la compagnie de Stern. Vendredi 26 septembre 1975. C'était un jour brumeux. Le soleil était levé depuis quelques heures déjà, mais la lumière était mauvaise. Des traînées opaques s'accrochaient au paysage. Il était 8 heures du matin lorsque George Tent, un pêcheur de homards, quitta le port de Plymouth, Massachusetts, à bord de son bateau accompagné de son fils. Sa zone de pêche était essentiellement concentrée le long de la côte, mais il faisait partie des rares dans ce métier à poser également des pièges dans certains bras de mer délaissés des autres pêcheurs, car souvent considérés comme difficiles d'accès et trop dépendants des caprices des marées pour être rentables. C'est précisément dans l'un de ces bras que George Tent se rendit ce jour-là pour relever 2 pièges. Alors qu'il manœuvrait son bateau à proximité d'Ellisville Harbor, son fils fut soudain ébloui par un éclat de lumière. Un rayon de soleil avait filtré d'entre les nuages et s'était reflété contre quelque chose. Cela n'avait duré qu'une fraction de seconde, mais ça avait été assez puissant pour intriguer le jeune homme, qui s'empara d'une paire de jumelles et scruta la paroi rocheuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda son père. « Il y a quelque chose là-bas sur le bord. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai vu un objet étinceler fortement. » Jaugeant le niveau de l'océan par rapport au rocher, Tent considéra que l'eau était suffisamment profonde pour s'approcher de la paroi, qu'il longea lentement. « Saurais-tu dire ce que c'était » demanda encore George Tent, intrigué. « Un reflet pour sûr, mais sur quelque chose d'inhabituel, comme du métal ou du verre. » Ils avancèrent encore et, au détour d'une barrière rocheuse, ils découvrirent soudain ce qui avait attiré leur attention. « Sacré nom d'un chien » jura le père Tent, les yeux écarquillés. Il se précipita sur sa radio de bord pour appeler les gardes-côtes. À 8h47, ce même jour, la police de Sagamore fut avertie par les gardes-côtes d'un accident mortel. Une voiture avait dévissé de la route qui longeait les hauteurs d'Ellisville Harbor et s'était écrasée dans les rochers en contrebas. C'est l'officier Darren Wanslow qui se rendit sur place. Il connaissait bien cet endroit, une petite route posée au bord d'une paroi vertigineuse, offrant une vue spectaculaire. Un parking avait même été aménagé sur le point culminant pour permettre aux touristes de venir admirer le panorama. L'endroit était magnifique, mais l'officier Wanslow l'avait toujours jugé dangereux, parce qu'il n'y avait aucune barrière pour protéger les véhicules. Il en avait pourtant fait plusieurs fois la demande auprès de la municipalité, mais sans succès, malgré la très forte affluence les soirs d'été. Seul un panneau de mise en garde avait été apposé. En arrivant à hauteur du parking, Wanslow remarqua un pick-up de garde forestier qui signalait certainement l'endroit où avait dû se produire l'accident. Il coupa la sirène de son véhicule et se gara aussitôt. 2 gardes forestiers observaient la scène qui se jouait en contrebas. Une vedette des gardes-côtes s'affairait à proximité de la paroi rocheuse, déployant un bras articulé. « Ils disent qu'il y a une voiture là en bas » déclara l'un des gardes forestiers à Wanslow, « mais on y voit goutte. » Le policier s'approcha du bord. La pente était abrupte, couverte de ronces, d'herbes hautes et de replis rocheux. Il était évidemment impossible de voir quoi que ce soit. « Vous dites que la voiture est juste en dessous » demanda-t-il. « C'est ce qu'on a entendu sur le canal d'urgence. D'après la position du bateau des gardes-côtes, j'imagine que la voiture était sur le parking et que, pour une raison ou une autre, elle a dévalé la pente. Je prie pour que ce ne soient pas des ados venus se bécoter en pleine nuit et qui n'ont pas mis le frein à main. »« Seigneur » murmura Wanslow, « j'espère aussi que ce ne sont pas des gamins qui sont là en bas. » Il inspecta la partie supérieure du parking. Il y avait une longue bande herbeuse entre la fin du bitume et le début de la pente. Il chercha des traces du passage de la voiture, des herbes sauvages et des ronces qui auraient été arrachées par la voiture au moment où elle avait dévalé la paroi. « Selon vous, la voiture est passée tout droit » demanda-t-il au garde forestier. « Sans doute, depuis le temps qu'on dit qu'il faut mettre des barrières. Des gosses, je vous dis, ce sont des gosses. Ils ont bu un coup de trop et ils sont passés tout droit. Parce qu'à part s'être mis quelques verres dans le nez, il faut avoir une sacrément bonne raison de ne pas s'arrêter après le parking. » La vedette effectua une manœuvre et s'éloigna des rochers. Les 3 hommes aperçurent alors une voiture qui se balançait au bout du bras articulé. Wanslow retourna à sa voiture et établit le contact avec les gardes-côtes au moyen de sa radio de bord. « Qu'est-ce que c'est comme voiture » demanda-t-il. « C'est une Chevrolet Monte Carlo » se fit-il répondre. « Noire. »« Une Monte Carlo noire »
Confirmé, c'est une Monte-Carlo noire? Affirmatif. Immatriculé dans le New Hampshire. Il y a un macabé à l'intérieur. Ça n'a pas l'air très beau à voir. Il y avait 2 heures que nous roulions à bord de la poussive Chrysler de fonction de Gallowwood. C'était le mardi 22 juillet 2008. Vous voulez que je conduise, sergent? Surtout pas. Vous conduisez trop lentement. Je conduis prudemment. Cette voiture est une poubelle, sergent. C'est un véhicule de la police d'État. Un peu de respect, je vous prie. Alors c'est une poubelle d'État. Si on mettait un peu de musique. Même pas dans vos rêves, l'écrivain. Nous sommes sur une enquête, pas en train de faire une virée entre copines. Vous savez, je le dirai dans mon livre, que vous conduisez comme un petit vieux. Mettez la musique, l'écrivain, et mettez-la très fort. Je ne veux plus vous entendre jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Je ris. Bon, rappelez-moi qui est Steve, demandai-je. Darren. Wanslow. Il était officier de police à Sagamore. C'est lui qui a été appelé lorsque les pêcheurs ont trouvé la carcasse de la voiture de Luther. Une Chevrolet Monte-Carlo noire. Exactement. C'est insensé. Pourquoi est-ce que personne n'a fait le lien? J'en sais rien, l'écrivain. C'est justement ce qu'il faut tirer au clair. Qu'est devenu ce Wanslow? Il est à la retraite depuis quelques années. Aujourd'hui, il tient un garage avec son cousin. Vous enregistrez, là? Oui. Que vous a dit Wanslow au téléphone hier? Pas grand-chose. Il semblait étonné par mon appel. Il a dit qu'on le trouverait dans la journée dans son garage. Et pourquoi ne pas l'avoir interrogé par téléphone? Rien ne vaut un bon face-à-face, l'écrivain. Le téléphone, c'est beaucoup trop impersonnel. Le téléphone, c'est pour les mauviettes dans votre genre. Le garage se situe à l'entrée de Sagamore. Nous trouvâmes Wanslow, la tête dans le moteur d'une vieille Buick. Il chassa son cousin du bureau, nous y installa, déplaça des piles de classeurs de comptabilité posées sur des chaises pour que nous puissions nous asseoir, se lava longuement les mains au-dessus d'un lavabo d'un point, puis nous offrit du café. Alors, demanda-t-il en remplissant des tasses, que se passe-t-il pour que la police d'État du New Hampshire vienne me trouver ici? Comme je vous le disais hier, répondit Gallowwood, nous enquêtons sur la mort de Nola Kellergan, et plus particulièrement sur un accident de la route qui a eu lieu sur votre district, le 26 septembre 1975. La Monte-Carlo noire, hein? C'est exact. Comment savez-vous que c'est ce qui nous intéresse? Vous enquêtez sur l'affaire Kellergan, et à l'époque j'ai moi-même pensé qu'il y avait un lien. Vraiment? Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'en souviens. Je veux dire, à la longue, il y a les interventions qu'on oublie et celles qui restent bien imprimées dans notre mémoire. Cet accident était de ceux dont on se souvient. Pourquoi? Vous savez, quand on est un flic de petite ville, les accidents de la route font partie des interventions les plus importantes que l'on doive gérer. Je veux dire, moi, de toute ma carrière, les seules morts que j'ai vues, c'était dans des accidents de la route. Mais là, c'était différent. Durant les semaines qui avaient précédé, on avait tous été alertés de l'enlèvement qui avait eu lieu dans le New Hampshire. Une Chevrolet Monte-Carlo noire était activement recherchée et on nous avait demandé d'ouvrir l'œil. Je me souviens que pendant ces semaines-là, j'avais passé mes patrouilles à repérer les Chevrolets semblables à ce modèle, et de toutes les couleurs, et à les contrôler. Je m'étais dit qu'une voiture noire, ça se repeint facilement. Bref, je m'étais impliquée dans cette affaire, comme tous les flics de la région d'ailleurs. On voulait retrouver cette gamine à tout prix. Et puis, finalement, un matin, alors que je suis au poste, les gardes-côtes nous préviennent de la découverte d'une voiture en bas des rochers d'Ellisville Harbor. Et devinez quel modèle de voiture? Une Monte-Carlo noire. Dans le mille, immatriculée dans le New Hampshire, et avec un mort dedans. Je me rappelle encore le moment où j'ai inspecté cette bagnole. Elle était complètement écrasée par la chute, et il y avait un type à l'intérieur. C'était comme de la bouillie. On a retrouvé ses papiers sur lui. Luther Caleb. Je me rappelle bien. La voiture était enregistrée sous le nom d'une grosse compagnie de Concorde, Stern Limited. On a passé l'intérieur au peigne fin. Il n'y avait pas grand-chose. Il faut dire que la flotte avait fait pas mal de dégâts. On a quand même retrouvé des restes de bouteilles d'alcool brisées en 1000 morceaux. Dans le coffre, rien d'autre qu'un sac contenant quelques vêtements. Un bagage? Oui, c'est cela. Disons un petit bagage. Qu'avez-vous fait ensuite? Demanda Gallowwood. Mon boulot? J'ai passé les heures qui ont suivi à enquêter. Je me suis demandé qui était ce type, ce qu'il faisait là et depuis quand il était tombé en bas. J'ai fait des recherches sur ce Caleb et devinez ce que j'ai trouvé? Qu'une plainte avait été déposée pour harcèlement auprès de la police d'Aurora, déclara Gallowwood presque blasé. Exact. Mince alors, comment le savez-vous? Je le sais. À ce moment-là, j'ai songé que ça ne pouvait plus être une coïncidence. Je me suis d'abord renseignée pour savoir si quelqu'un avait déclaré sa disparition. Je veux dire, de mon expérience des accidents de la route, je sais qu'il y a toujours des proches qui s'inquiètent. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui nous permet d'identifier des morts. Mais là encore, il n'y avait aucun signalement. Étrange, non? Du coup, j'ai appelé la compagnie Stern Limited pour en savoir plus.
Je leur ai dit que je venais de retrouver un de leurs véhicules et là on m'a soudain demandé de patienter. Courte musique d'attente, et voilà que je me suis retrouvée à parler avec monsieur Elijah Stern, l'héritier de la famille Stern, en personne. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai demandé si un de ses véhicules avait disparu et il m'a affirmé que non. Je lui ai parlé de la Chevrolet noire et il m'a expliqué que c'était le véhicule habituellement utilisé par son chauffeur lorsqu'il n'était pas en fonction. Je lui ai alors demandé depuis combien de temps il n'avait pas vu son chauffeur et il m'a dit que celui-ci était parti en vacances. En vacances depuis combien de temps exactement? Je lui ai demandé. Il a répondu quelques semaines. Et en vacances où? Il m'a dit que ça, il n'en savait rien du tout. Moi, j'ai trouvé tout ça terriblement étrange. Alors, qu'avez-vous fait interrogea Gallowwood. Pour moi, on venait de mettre la main sur le suspect numéro 1 de l'enlèvement de la petite Kellergan, et j'ai immédiatement appelé le chef de la police d'Aurora. Vous avez appelé le chef Pratt? Le chef Pratt, voilà, c'est son nom. Oui, je l'ai informé de ma découverte. C'était lui qui dirigeait l'enquête sur l'enlèvement. Et il est venu le jour même. Il m'a remercié, il a étudié le dossier avec attention. Il était très sympathique. Il a inspecté la voiture et il a dit que, malheureusement, la voiture ne correspondait pas en fait au modèle qu'il avait vu pendant la poursuite, et que du coup il se demandait même si c'était bien une Chevrolet Monte-Carlo noire qu'il avait vue, ou plutôt une Nova, qui est un modèle très similaire, et qu'il vérifierait ça avec le bureau du shérif. Il a ajouté qu'il s'était déjà penché sur ce Caleb, mais qu'il avait suffisamment d'éléments à décharge pour ne pas suivre cette piste. Il m'a dit de lui envoyer mon rapport malgré tout, ce que j'ai fait. Donc vous avez prévenu le chef Pratt, et il n'a pas suivi votre piste. Exact. Comme je vous le dis, il m'a assuré que je me trompais. Il était convaincu, et puis c'était lui qui dirigeait l'enquête. Il savait ce qu'il faisait. Il a conclu à un banal accident de la route, et c'est ce que j'ai mis dans mon rapport. Et ça ne vous a pas paru étrange? Sur le moment, non. Je me suis dit que je m'étais emballée trop vite. Mais attention, j'ai pas bâclé mon travail pour autant. J'ai envoyé le Maccabée chez le légiste, notamment pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer, et savoir si l'accident pouvait être dû à une consommation d'alcool à cause des bouteilles retrouvées. Malheureusement, avec ce qu'il restait du corps, entre la violence de la chute et les dégâts de l'eau de mer, on n'a rien pu confirmer. Je vous dis, le type était écrabouillé. Tout ce que le légiste a pu dire, c'est que le corps était probablement là depuis quelques semaines déjà. Et Dieu sait combien de temps encore il aurait pu y rester si ce pêcheur n'avait pas remarqué la voiture. Après ça, le corps a été rendu à la famille, et ça a été la fin de l'histoire. Je vous le dis, tout portait à croire que c'était un banal accident de la route. Évidemment, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, surtout à propos de Pratt et de la gamine, je ne suis plus sûre de rien. La scène, telle que racontée par Darren Winslow, était effectivement très intrigante. Après notre entretien avec lui, Gallowwood et moi allâmes jusqu'à la marina de Sagamore pour manger un morceau. Il y avait ce port minuscule, auquel était accolé un magasin général et un vendeur de cartes postales. Il faisait beau, les couleurs étaient puissantes, l'océan semblait immense. Tout autour on devinait quelques jolies maisons colorées, touchant parfois le bord de l'eau, et bordées de jardinets bien entretenus. Nous déjeunâmes de steak et de bière dans un petit restaurant dont la terrasse sur pilotis avançait dans l'océan. Gallowwood mâchonnait d'un air pensif. « Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête ?» lui demandai-je. Le fait que tout semble indiquer que Luther soit le coupable. Il avait un bagage avec lui, il avait prévu de s'enfuir en emmenant Nola peut-être. Mais ses plans ont été contrariés. Nola lui a échappé, il a dû tuer la mère Cooper et il a ensuite donné trop de coups à Nola. Vous pensez que c'est lui? Oui, je le crois. Mais tout n'est pas clair. Je ne comprends pas pourquoi Stern ne nous a pas parlé de la Chevrolet noire. C'est un détail important tout de même. Luther disparaît avec un véhicule au nom de sa société, il ne s'en inquiète pas. Et pourquoi diable Pratt n'a-t-il pas enquêté davantage à son sujet? Vous pensez que le chef Pratt est impliqué dans la disparition de Nola? Disons que je serais assez intéressée d'aller lui demander pour quelle raison il a abandonné la piste Caleb malgré le rapport de Winslow. Je veux dire, on lui offre un suspect en or dans une Chevrolet Monte-Carlo noire et il décrète qu'il n'y a pas de lien. Très étrange, vous ne trouvez pas? Et s'il avait vraiment eu un doute sur le modèle de la voiture, si c'était une Nova plutôt qu'une Monte-Carlo, il aurait dû le faire savoir. Or, dans le rapport, il ne parle que d'une Monte-Carlo. Nous nous rendîmes à Manbury l'après-midi même, dans le petit motel où logeait le chef Pratt. C'était un bâtiment sur un seul niveau, avec une dizaine de chambres alignées les unes à côté des autres, et des places de parking accolées au devant des portes de chacune d'entre elles. L'endroit semblait désert, il n'y avait que 2 véhicules, dont un devant la chambre de Pratt, le sien probablement. Gallowwood tambourina à la porte. Aucune réponse. Il frappa encore, en vain. Une femme de chambre passa et Gallowwood lui demanda d'ouvrir avec son passe. « Impossible, nous répondit-elle. « Comment ça, impossible ?» s'agaça Gallowwood en lui montrant son insigne. « Je suis déjà passée plusieurs fois pour faire la chambre aujourd'hui, expliqua-t-elle. Je pensais que le client était peut-être sorti sans que je le voie, mais il a laissé la clé sur la serrure. Impossible d'ouvrir. Ça veut dire qu'il est là.
Sauf s'il est sorti en claquant la porte avec la clé sur la serrure à l'intérieur. Ça arrive aux clients pressés. Mais sa voiture est là. Gallowwood eut un air contrarié. Il frappa de plus belle et somma Pratt d'ouvrir. Il essaya de regarder par la fenêtre, mais le rideau tiré empêchait de voir quoi que ce soit. Il décida alors d'enfoncer la porte. La serrure céda au troisième coup de pied. Le chef Pratt était étendu sur la moquette. Il baignait dans son sang. 8. Le corbeau. Qui ose gagne, Marcus. Pensez à cette devise à chaque fois que vous êtes face à un choix difficile. Qui ose gagne. Extrait de l'affaire Harry Kébert. Le mardi 22 juillet 2008, ce fut au tour de la petite ville de Manbury de connaître l'agitation qu'avait connue Aurora quelques semaines plus tôt, après la découverte du corps de Nola. Des patrouilles de police y affluèrent de toute la région, convergeant vers un motel proche de la zone industrielle. Il se disait parmi les badauds qu'un homme avait été assassiné et qu'il s'agissait de l'ancien chef de la police d'Aurora. Le sergent Gallowwood se tenait debout face à la porte de la chambre, imperturbable. Plusieurs policiers de la brigade scientifique s'affairaient autour de la scène de crime. Lui se contentait d'observer. Je me demandais ce qui se passait dans sa tête à ce moment précis. Il finit par se retourner et remarqua que je l'observais, assis sur le capot d'une voiture de police. Il me jeta son regard de bison de tueur et vint vers moi. « Qu'est-ce que vous fabriquez avec votre enregistreur, l'écrivain ?»« Je dicte la scène pour mon livre. Vous savez que vous êtes assis sur le capot d'un véhicule de police. »« Qu'est-ce que vous fabriquez avec votre enregistreur, l'écrivain ?»« Je dicte la scène pour mon livre. »« Vous savez que vous êtes assis sur le capot d'un véhicule de police. »« Oh, pardon, sergent. Qu'est-ce qu'on a ?»« Coupez votre enregistreur, voulez-vous ?» Je m'exécutai. D'après les premiers éléments de l'enquête, m'expliqua Gallowwood, le chef a reçu des coups sur l'arrière du crâne, un ou plusieurs, avec un objet lourd. Comme Nola ? Même genre, oui. La mort remonte à plus de 12 heures, ça nous ramène à cette nuit. Je pense qu'il connaissait son meurtrier, surtout s'il avait laissé la clé sur la porte. Il lui a probablement ouvert, peut-être l'attendait-il. Les coups ont été portés à l'arrière du crâne, cela veut dire qu'il s'est probablement retourné. Sans doute ne se méfiait-il de rien, et son visiteur en aura profité pour lui asséner le coup fatal. Nous n'avons pas retrouvé l'objet avec lequel il a été frappé. Son meurtrier l'aura certainement emporté avec lui. Peut-être une barre de fer ou quelque chose comme ça. Ça voudrait dire qu'il ne s'agit probablement pas d'une dispute qui a dégénéré, mais bien d'un acte prémédité. Quelqu'un est venu ici pour tuer Pratt. Des témoins ? Aucun. Le motel est quasi désert. Personne n'a rien vu ni rien entendu. La réception ferme à 19 heures. Il y a un veilleur de 22 heures à 7 heures, mais il était planté devant la télévision. Il n'a rien su nous dire. Évidemment, il n'y a pas de caméra. Qui aurait pu faire ça, selon vous ? Demandai-je. Le même qui a mis le feu à Goose Cove ? Peut-être. En tout cas, probablement quelqu'un qui a été couvert par Pratt et qui a eu peur qu'il ne parle. Peut-être que Pratt connaissait l'identité du meurtrier de Nola depuis tout ce temps. Il aura été éliminé pour qu'il ne parle jamais. Vous avez déjà une hypothèse, sergent ? Eh bien, quel élément relie tous ces personnages entre eux ? Goose Cove, la Chevrolet noire, et qui ne soit pas Harry Kébert. Elijah Stern ? Elijah Stern. J'y réfléchis depuis un moment et j'y ai repensé encore en regardant le cadavre de Pratt. Je ne sais pas si Elijah Stern a assassiné Nola, mais je me demande en tout cas si ça ne fait pas 33 ans qu'il couvre Caleb. Entre ce mystérieux départ en congé et cette voiture qui disparaît, qu'il ne signale à personne... À quoi pensez-vous, sergent ? Que Caleb est coupable et que Stern est mêlé à cette histoire. Je pense que lorsque Caleb est repéré à Side Creek Lane, à bord de la Chevrolet noire, et qu'il parvient à échapper à Pratt lors de la poursuite, il va se réfugier à Goose Cove. La région entière est bouclée. Il sait qu'il n'a aucune chance de fuir, mais qu'en revanche, personne ne viendra le chercher là. Personne, sauf Stern. Il est probable que le 30 août 1975, Stern ait effectivement passé sa journée à honorer des rendez-vous privés, comme il me l'a affirmé. Mais en fin de journée, lorsqu'il revient chez lui et qu'il constate que Luther n'est pas encore rentré, pire, qu'il est parti avec l'une des voitures de service, plus discrète que sa Mustang bleue, comment imaginer qu'il soit resté les bras croisés ? La logique aurait voulu qu'il soit parti à la recherche de Luther pour l'empêcher de faire une connerie. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Mais en arrivant à Aurora, il est déjà trop tard. Il y a des policiers partout, le drame qu'il redoutait s'est produit. Il doit retrouver Caleb à tout prix. Et quel est l'endroit dans lequel il se rend en premier, l'écrivain ? Goose Cove. Exactement. C'est chez lui, et il sait que Luther s'y sent en sécurité. Si ça se trouve, Luther a même un double des clés. Bref, Stern va voir ce qui se passe à Goose Cove, et il y retrouve Luther. 30 août 1975, selon l'hypothèse de Gallowwood. Stern trouva la Chevrolet devant le garage. Luther était penché dans le coffre.
Luther hurla Stern en sortant de voiture. Qu'as-tu fait? Luther était complètement paniqué. Nous avons eu une dispute. Je ne voulais pas lui faire de mal. Stern s'approcha de la voiture et découvrit Nola, gisant dans le coffre, avec un sac en cuir en bandoulière. Elle avait le corps tordu, elle ne bougeait plus. Mais tu l'as tuée? Stern vomit. Elle aurait prévenu la police, sinon. Luther, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Aide-moi, pitié, Ellie, aide-moi. Il faut que tu fuis, Luther. Si la police te prend, tu finiras sur la chaise électrique. Non, pitié, Pafa, hurla Luther, pris de panique. Stern remarqua alors la creuse d'une arme à sa ceinture. Luther, qu'est-ce que c'est que ça? La vieille a tout vu. Quelle vieille? Dans la maison, là-bas. Nom de Dieu, quelqu'un t'a vu? Ellie, avec Nola, nous nous sommes disputés. Elle ne voulait pas se laisser faire. J'ai été obligée de lui faire du mal, mais elle a réussi à s'enfuir. Elle a couru, elle est entrée dans cette maison. Je suis rentrée aussi. Je pensais que la maison était déserte, mais je suis tombée sur cette vieille. J'ai dû la tuer. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ellie, je t'en supplie, aide-moi. Il fallait se débarrasser du corps. Sans perdre une seconde, Stern attrapa une pelle dans le garage et s'empressa d'aller creuser un trou. Il choisit l'orée de la forêt où le sol était meuble et où personne, surtout pas Kébert, ne remarquerait que la terre avait été retournée. Il creusa rapidement un trou, peu profond. Il appela alors Caleb pour qu'il apporte le corps, mais il ne le vit pas. Il le trouva agenouillé devant la voiture, plongé dans un paquet de feuilles. Luther, mais qu'est-ce que tu fabriques, nom de Dieu? Il pleurait. Fais le livre de Kébert. Nola m'en avait parlé. Il a écrit un livre pour elle. C'est tellement beau. Apporte-la là-bas, j'ai creusé un trou. Attends. Quoi? Je veux lui dire que je l'aime. Hein? Laisse-moi lui écrire un mot. Juste un mot. Prête-moi ton stylo. Après nous l'enterrons. Après vous disparaîtrez pour toujours. Stern pesta. Il sortit néanmoins son stylo de la poche de son veston et le tendit à Caleb, qui inscrivit sur la couverture du manuscrit « Adieu, Nola chérie ». Puis il rangea religieusement le livre dans le sac, toujours autour du cou de Nola, et il la transporta jusqu'au trou. Il l'y jeta, et les deux hommes remblayèrent ensuite la terre, prenant garde d'ajouter dessus des aiguilles de pin, quelques branchages et de la mousse, pour que l'illusion soit parfaite. « Et après ça, demandai-je. Après ça, me dit Gaalhoud, Stern veut trouver un moyen de protéger Luther, et ce moyen, c'est Pratt. Pratt? Oui, je pense que Stern savait ce que Pratt avait fait à Nola. On sait que Caleb rôdait à Goose Cove, qu'il espionnait Harry et Nola. Il aurait pu voir Pratt ramasser Nola sur le bord de la route et la forcer à lui faire une fellation. Et il l'aura dit à Stern. Alors ce soir-là, Stern laisse Luther à Goose Cove et va trouver Pratt au poste de police. Il attend qu'il soit tard, peut-être après 11 heures, lorsque les recherches sont levées. Il veut être seul avec Pratt et il le fait chanter. Il lui demande de laisser partir Luther et de s'arranger pour qu'il passe entre les barrages, en échange de son silence à propos de Nola. Et Pratt accepte. Quelle probabilité sinon que Caleb ait pu circuler librement jusque dans le Massachusetts? Mais Caleb se sent acculé. Il n'a nulle part où aller. Il est perdu. Il achète de l'alcool, il boit, il veut en finir. Il fait le grand saut depuis le parking d'Ellisville Harbor. Quelques semaines plus tard, lorsqu'on retrouve la voiture, Pratt vient à Sagamore pour étouffer l'affaire. Il s'arrange pour que Caleb ne devienne pas suspect. Mais pourquoi avoir détourné les soupçons de Caleb puisqu'il est mort? Il y avait Stern, et Stern savait. En disculpant Caleb, Pratt se protégeait. Pratt et Stern savaient donc la vérité depuis toujours. Oui, ils ont enterré cette histoire au fond de leur mémoire. Ils ne se sont plus jamais revus. Stern s'est débarrassé de la maison de Goose Cove en la bradant à Harry, et il n'a plus jamais mis les pieds à Aurora. Et pendant 33 ans, tout le monde a cru que cette affaire ne serait jamais résolue. Jusqu'à ce qu'on retrouve les restes de Nola. Et qu'un écrivain entêté vienne remuer le fond de cette affaire, un écrivain contre lequel on a tout tenté pour qu'il renonce à découvrir la vérité. Ainsi, Pratt et Stern auraient voulu étouffer l'affaire, fis-je. Mais qui a tué Pratt alors? Stern en voyant que Pratt est sur le point de craquer et qu'il va révéler la vérité? Ça, il faut encore le découvrir. Mais pas un mot sur tout ça, l'écrivain, m'ordonna Gaalhoud. N'écrivez rien à ce sujet pour le moment. Je ne veux pas d'une nouvelle fuite dans les journaux. Je vais fouiller la vie de Stern. Ce sera une hypothèse difficile à vérifier. En tous les cas, il y a un dénominateur commun à tous ces scénarios, Luther Caleb. Et si c'est bien lui qui a assassiné Nola Kellergan, nous en aurons la confirmation. Avec l'analyse de l'écriture, dis-je. Exactement. Une dernière question, sergent. Pourquoi Stern voudrait-il protéger Caleb à tout prix? Ça, je voudrais bien le savoir, l'écrivain. L'enquête sur la mort de Pratt s'annonçait complexe. La police ne disposait d'aucun élément solide et n'avait pas la moindre piste. Une semaine après son assassinat, eut lieu l'enterrement de la dépouille de Nola, dont les restes avaient finalement été rendus à son père.
C'était le mercredi 30 juillet 2008. La cérémonie, à laquelle je n'assistais pas, se tint au cimetière d'Aurora, au début de l'après-midi, sous un crachin inattendu et devant une assemblée clairsemée. David Kellergan arriva sur sa moto jusque devant la tombe, sans que personne parmi les présents n'ose rien dire. Il avait sa musique dans les oreilles, et ses seules paroles, selon ce que l'on rapporta, furent « Mais pourquoi l'a-t-on sorti de la terre, si c'est pour l'y remettre ?» Il ne pleura pas. Si je n'étais pas à l'enterrement, c'est parce qu'à l'heure exacte où il débuta, je fis ce qu'il me semblait important de faire. J'allais trouver Harry pour lui tenir compagnie. Il était assis sur le parking, torse nu sous la pluie tiède. « Venez vous mettre à l'abri, Harry, lui dis-je. »« Il l'enterre, hein ?»« Oui. »« Il l'enterre et je ne suis même pas là. C'est mieux ainsi. C'est mieux que vous n'y soyez pas, à cause de toute cette histoire. » « Au diable le camp, dira-t-on. Ils enterrent Nola et je ne suis même pas là pour lui dire adieu, pour la revoir une dernière fois, pour être avec elle. Il y a 33 ans que j'attends de la retrouver, ne serait-ce qu'une dernière fois. Savez-vous où j'aimerais être ? À l'enterrement ? Non, au paradis des écrivains. Il s'étendit sur le béton et il ne bougea plus. Je m'allongeai à côté de lui. La pluie nous tombait dessus. « Marcus, j'aimerais être mort. »« Je le sais. »« Comment le savez-vous ? » Les amis sentent ce genre de choses. Il y eut un long silence. Je finis par ajouter. L'autre jour, vous avez dit que nous ne pourrions plus être amis. C'est vrai. Nous sommes en train de nous dire adieu peu à peu, Marcus. C'est comme si vous saviez que j'allais mourir bientôt et que vous aviez quelques semaines pour vous y faire. C'est le cancer de l'amitié. Il ferma les yeux et étendit ses bras comme s'il était sur une croix. Je l'imitai, et nous restâmes ainsi étendus sur le béton pendant longtemps. Plus tard, ce même jour, en repartant du motel, je me rendis au Clarks pour essayer de parler avec quelqu'un qui avait assisté à l'inhumation de Nola. L'endroit était désert, il n'y avait qu'un employé qui astiquait mollement le comptoir et qui trouva en lui un semblant de force pour actionner le levier de la machine à pression et me servir une bière. C'est alors que je remarquai que Robert Quinn se terrait au fond de la salle, picorant des cacahuètes et remplissant les grilles de mots croisés de vieux journaux qui traînaient sur les tables. Il se cachait de sa femme. J'allais le trouver. Je lui proposai une pinte, il accepta et se décala sur son banc pour m'inviter à m'asseoir. C'était un geste touchant. J'aurais pu m'asseoir face à lui, sur l'une des 50 chaises vides de l'établissement, mais il s'était décalé pour que je m'assoie à côté de lui, sur la même banquette. « Étiez-vous à l'enterrement de Nola ?» demandai-je. « Oui. »« Comment c'était ?»« Sordide, comme toute cette histoire. Il y avait plus de journalistes que de proches. Nous restâmes un moment silencieux, puis il demanda pour faire la conversation « Comment va votre livre ?»« Ça avance. Mais je le relisais hier et je me rends compte que j'ai quelques zones d'ombre à éclaircir, notamment à propos de votre femme. Elle m'assure qu'elle avait en sa possession un feuillet compromettant, écrit de la main de Harry Kébert, et qui aurait mystérieusement disparu. Vous ne sauriez pas où est passé ce feuillet par hasard ? Il avala une longue gorgée de bière, et prit même le temps d'avaler quelques cacahuètes, avant de me répondre. Brûlé, me dit-il. Ce feuillet de malheur a brûlé. Hein ? Comment le savez-vous ? Demandai-je, stupéfait. Parce que c'est moi qui l'ai brûlé. Quoi ? Mais pourquoi ? Et surtout, pourquoi ne l'avez-vous jamais dit ? Il haussa les épaules, très pragmatique. Parce qu'on ne me l'a jamais demandé. Ça fait 33 ans que ma femme me parle de ce feuillet. Elle s'égosille, elle hurle, elle dit « Mais il était là, dans le coffre, là, là !» Elle n'a jamais dit « Robert, mon chéri, aurais-tu vu ce feuillet par hasard ?» Elle ne m'a jamais demandé, donc je ne lui ai jamais répondu. J'essayais de masquer mon étonnement pour qu'il continue à parler. Mais alors, que s'est-il passé ? Tout a commencé un dimanche après-midi. Ma femme a organisé une garden party ridicule en l'honneur de Kébert, mais Kébert n'est pas venu. Folle de rage, elle a décidé d'aller le trouver chez lui. Je me souviens bien de ce jour. C'était le dimanche 13 juillet 1975, le même jour où la petite Nola avait essayé de se suicider. Dimanche 13 juillet 1975. « Robert ! Robert !» Tamara entra comme une furie dans la maison, battant l'air avec une feuille de papier. Elle traversa les pièces du rez-de-chaussée jusqu'à trouver son mari qui lisait le journal dans le salon. « Robert, sacré nom d'un chien, pourquoi ne me réponds-tu pas lorsque je t'appelle ? Es-tu devenu sourd ? Regarde, regarde ces horreurs, lis comme c'est dégueulasse !» Elle lui tendit le feuillet qu'elle venait de voler chez Harry, et il lut. « Ma Nola, Nola chérie, Nola d'amour, qu'as-tu fait ? Pourquoi vouloir mourir ? Est-ce à cause de moi ? Je t'aime plus que tout. Ne me quitte pas. Si tu meurs, je meurs. Tout ce qui importe dans ma vie, Nola, c'est toi. 4 lettres. N-O-L-A. » « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Robert. « Chez ce petit fils de pute de Harry Kébert. »« Ah ! Tu es allé voler ça chez lui ? » ?»« Je n'ai rien volé, je me suis servi. Je le savais. C'est une espèce de pervers dégueulasse qui fantasme sur une môme de 15 ans.
Ça me donne la nausée, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, Bobo, tu m'entends? Harry Kéber est amoureux d'une fillette. C'est illégal, c'est un porc, un porc. Et dire qu'il passe son temps au Clarks, c'est pour la reluquer, oui. Il vient dans mon restaurant pour reluquer les miches d'une gosse. Robert relut le texte plusieurs fois. Il n'y avait guère de doute possible. C'était bien des mots d'amour que Harry avait écrits. Des mots d'amour pour une fille de 15 ans. Que vas-tu faire de ça demanda-t-il à sa femme. J'en sais rien. Vas-tu alerter la police? La police? Non, mon bobo, pas pour le moment. Je ne veux pas que tout le monde sache que ce criminel de Kéber préfère une fillette à notre merveilleuse Jenny. Où est-elle, d'ailleurs? Dans sa chambre? Figure-toi que ce jeune officier de police, Travis Down, est venu ici peu après ton départ pour l'inviter au bal de l'été. Ils sont partis dîner à Manbury. Jenny s'est déjà trouvé un autre cavalier pour le bal. Si ce n'est pas beau, ça. Pas beau? Pas beau? Mais c'est toi qui n'es pas beau, mon pauvre Bobo. Allez, fiche-moi le camp maintenant. Je dois cacher cette feuille quelque part, et personne ne doit savoir où. Bobo s'exécuta et s'en alla finir son journal sous le porche. Mais il ne parvint pas à lire, l'esprit trop occupé, parce que sa femme avait découvert. Harry, le grand écrivain, écrivait donc des mots d'amour pour une fillette de la moitié de son âge. La gentille petite Nola. C'était très dérangeant. Devait-il prévenir Nola? Lui dire que ce Harry était tout empli de drôles de pulsions et qu'il pouvait peut-être même être dangereux? Ne fallait-il pas prévenir la police afin qu'un médecin l'examine et le soigne? Une semaine après cet épisode eut lieu le bal de l'été. Robert et Tamara Quinn se tenaient dans un coin de la salle à siroter un cocktail sans alcool, lorsqu'ils aperçurent Harry Kéber parmi les convives. « Regarde, Bobo, siffla Tamara, voici le pervers !» Ils l'observèrent longuement, tandis que Tamara poursuivait son flot d'injures que seul Robert pouvait entendre. « Que vas-tu faire avec cette feuille » finit par demander Robert. « Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que je vais commencer par lui faire payer ce qu'il me doit. Il en a pour 500 $ d'ardoise au restaurant. » Harry semblait mal à l'aise. Il se fit servir à boire au bar pour se donner un peu de contenance, puis se dirigea vers les toilettes. « Le voilà qui va au water, dit Tamara. Regarde, regarde, Bobo, sais-tu ce qu'il va faire? La grosse commission? Mais non, il va s'astiquer le manche en pensant à cette fillette. Quoi? Tais-toi, Bobo, tu jacasses trop. Je ne veux plus t'entendre. Et reste ici, veux-tu? Où vas-tu? Ne bouge pas et admire le travail. Tamara posa son verre sur une table haute et se dirigea subrepticement vers les toilettes, où venait de pénétrer Harry Kéber pour s'y engouffrer à son tour. Elle en ressortit après quelques instants et se dépêcha de rejoindre son mari. « Qu'as-tu fait » demanda Robert. « Tais-toi, je t'ai dit » l'invectiva sa femme en reprenant son verre. « Tais-toi, tu vas nous faire prendre. » Amy Pratt annonça à ses invités qu'ils pouvaient passer à table, et la foule convergea lentement vers les tables. À cet instant, Harry sortit des toilettes. Il était en sueur, paniqué, et se mêla aux convives. « Regarde-le d'étaler comme un lapin, murmura Tamara. Il panique. »« Mais enfin, qu'as-tu fait » insista Robert. Tamara sourit. Discrètement, elle faisait jouer dans sa main le bâton de rouge à lèvres qu'elle venait d'utiliser sur le miroir des toilettes. Elle répondit simplement « Disons que je lui ai laissé un petit message dont il se souviendra. » Assis au fond du Clarks, j'écoutais, stupéfait, le récit de Robert Quinn. « Alors le message sur le miroir, c'était votre femme, dis-je ?»« Oui. Harry Kéber est devenu son obsession. Elle ne me parlait plus que de ce feuillet, elle disait qu'elle allait faire tomber Harry pour de bon. Elle disait que bientôt les titres des journaux annonceraient « Le grand écrivain est un grand pervers ». Elle a fini par en parler au chef Pratt, 15 jours après le bal environ. Elle lui a tout raconté. « Comment le savez-vous » demandai-je. Il hésita un instant avant de répondre. « Je le sais parce que c'est Nola qui me l'a dit. » Mardi 5 août 1975. Il était 18h lorsque Robert rentra de la ganterie. Comme toujours, il gara sa vieille Chrysler dans l'allée, puis, lorsqu'il eut coupé le moteur, il ajusta son chapeau dans le rétroviseur et fit le regard que l'acteur Robert Stack faisait lorsque son personnage d'Eliot Ness à la télévision s'apprêtait à flanquer une raclée monumentale à des membres de la pègre. Il traînait souvent de la sorte dans sa voiture. Il y avait longtemps qu'il n'avait plus beaucoup d'entrain à rentrer chez lui. Parfois, il faisait un détour pour retarder un peu ce moment. Parfois, il s'arrêtait chez le marchand de glace. Lorsqu'il finit par s'extirper de l'habitacle, il lui sembla percevoir une voix qui l'appelait de derrière les taillis. Il se retourna, chercha un instant autour de lui, puis remarqua Nola, dissimulée entre des rhododendrons. « Nola » interrogea Robert. « Bonjour, mon petit, comment vas-tu » Elle chuchota. « Il faut que je vous parle, monsieur Quinn. C'est très important. » Il continua à parler à haute et intelligible voix. « Entre donc, je vais te préparer une limonade bien fraîche. » Elle lui fit signe de parler moins fort. « Non, dit-elle, il nous faut un endroit tranquille. Pourrions-nous monter dans votre voiture et rouler un peu ? Il y a ce vendeur de hot-dogs sur la route de Manbury, nous y serons tranquilles. » Bien que très surpris par cette requête, Robert ne la refusa pas.
Il fit monter Nola dans sa voiture et ils prirent la direction de Montbury. Ils s'arrêtèrent quelques miles plus loin, devant cette baraque en planche où l'on vendait des snacks à emporter. Robert acheta des frites et un soda pour Nola, un hot-dog et une bière sans alcool pour lui. Ils s'installèrent à l'une des tables disposées sur l'herbe. « Alors, mon petit, demanda Robert en engloutissant son hot-dog, que se passe-t-il de si grave pour que tu ne puisses même pas venir boire une bonne limonade à la maison ? J'ai besoin de votre aide, monsieur Quinn. Je sais que cela va vous paraître étrange, mais il s'est passé quelque chose aujourd'hui au Clarks, et vous êtes la seule personne qui soit en mesure de m'aider. » Nola raconta alors la scène à laquelle elle avait assisté, fortuitement, environ 2 heures plus tôt. Elle était allée voir madame Quinn au Clarks pour la paye des samedis de service qu'elle avait effectués avant sa tentative de suicide. C'était madame Quinn elle-même qui lui avait dit de passer à sa convenance. Elle s'y était rendue sur le coup des 16 heures. Elle n'y trouva que quelques clients silencieux ainsi que Jenny, occupée à ranger de la vaisselle, et qui lui indiqua que sa mère était dans son bureau, sans juger bon de préciser qu'elle n'était pas seule. Le bureau était l'endroit où Tamara Quinn tenait sa comptabilité, conservait les recettes de la journée dans le coffre, s'empoignait au téléphone avec des fournisseurs en retard, ou s'enfermait tout simplement sous de mauvais prétextes lorsqu'elle voulait avoir la paix. C'était une pièce étriquée, dont la porte, toujours fermée, était frappée de l'inscription « Privé ». On y accédait par le couloir de service situé après l'arrière-salle et qui menait également aux toilettes des employés. En arrivant devant la porte, et alors qu'elle s'apprêtait à frapper, Nola perçut des voix. Il y avait quelqu'un dans la pièce avec Tamara. C'était une voix d'homme. Elle tendit l'oreille et intercepta une bribe de discussion. « C'est un criminel, vous comprenez, dit Tamara. Peut-être un prédateur sexuel. Vous devez faire quelque chose. » « Et vous êtes certaine que c'est Harry Kébert qui a écrit ce mot ?» Nola reconnut la voix du chef Pratt. « Sûre et certaine, répondit Tamara. Écrit de sa main. Harry Kébert a des vues sur la petite Kellergan, et il écrit des immondices pornographiques à son sujet. Vous devez faire quelque chose. » « Bon, vous avez bien fait de m'en parler. Mais vous êtes entré illégalement chez lui, et vous avez volé ce morceau de papier. Je ne peux rien en faire pour l'instant. » « Rien en faire ? Alors quoi ? Il va falloir attendre que ce cinglé fasse du mal à la petite pour que vous agissiez ? » « Je n'ai rien dit de tel, nuança le chef. Je vais garder Kébert à l'œil. En attendant, gardez ce papier bien à l'abri. Moi, je ne peux pas le conserver. Je pourrais avoir des ennuis. »« Je le garde dans ce coffre, dit Tamara. Personne n'y a accès. Il sera en sécurité. »« Je vous en prie, chef, faites quelque chose. Ce Kébert est une ordure criminelle. Un criminel. Un criminel. »« Ne vous faites pas de bile, madame Quinn. Vous allez voir ce qu'on leur fait ici à ce genre de type. » Nola avait entendu des pas approcher de la porte et elle s'était enfuie du restaurant sans demander son reste. Robert fut bouleversé par le récit. Il songea, pauvre petite. Apprendre que Harry écrit des drôles de cochonneries sur elle, ça avait dû lui faire un choc. Elle avait besoin de se confier, elle était venue le trouver. Il devait se montrer à la hauteur et lui expliquer la situation, lui dire que les hommes étaient de drôles de coucous, Harry Kébert en particulier, qu'elle devait surtout rester loin de lui et qu'elle prévienne la police si elle avait peur qu'il lui fasse du mal. Lui en avait-il fait d'ailleurs ? Avait-elle besoin de confier qu'il avait abusé d'elle ? Saurait-il faire face à de telles révélations, lui qui, selon sa femme, n'était même pas capable de dresser la table correctement pour le dîner ? Avalant une bouchée de son hot-dog, il songea à quelques mots réconfortants qu'il pourrait prononcer, mais il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit, parce qu'au moment où il s'apprêtait à parler, elle lui déclara « Monsieur Quinn, il faut que vous m'aidiez à récupérer ce morceau de papier. » Et il manqua de s'étouffer avec sa saucisse. « Pas besoin de vous faire un dessin, monsieur Goldman, me dit Robert Quinn dans l'arrière-salle du Clarks. J'avais tout imaginé sauf ça. Elle voulait que je mette la main sur ce satané feuillet. Vous reprendrez une bière ? Volontiers, la même. Dites-moi, monsieur Quinn, cela vous dérange-t-il si je vous enregistre ? M'enregistrer ? Je vous en prie, pour une fois que quelqu'un s'intéresse un tant soit peu à ce que je raconte. Il héla l'employé et lui commanda 2 autres pressions. Je sortis mon enregistreur et le mis en marche. Donc, devant cette cabane à hot-dog, elle vous demande de l'aide, dis-je pour relancer la conversation. Oui, apparemment ma femme était prête à tout pour anéantir Harry Kébert, et Nola était prête à tout pour le protéger d'elle. Moi, je n'en revenais pas de la conversation que j'étais en train d'avoir. C'est là que j'ai appris qu'il se passait véritablement une histoire entre Nola et Harry. Je me rappelle qu'elle me regardait avec ses yeux pétillants et pleins d'aplomb, et moi je lui ai dit « Quoi ? Comment ça récupérer ce morceau de papier ?» Elle m'a répondu « Je l'aime, je ne lui veux pas d'ennui. S'il a écrit ce mot, c'est à cause de ma tentative de suicide. Tout est ma faute, je n'aurais pas dû essayer de me tuer. Je l'aime, il est tout ce que j'ai, tout ce dont je pourrais jamais rêver. Et nous avons cette conversation à propos de l'amour. Alors, tu veux dire que toi et Harry Kébert, vous... Nous nous aimons. Aimer ? Que me racontes-tu, enfin ? Tu ne peux pas l'aimer. Mais pourquoi pas ? Parce qu'il est trop vieux pour toi. L'âge ne compte pas. Bien sûr qu'il compte. Eh bien, il ne devrait pas.
C'est comme ça, les jeunes filles de ton âge n'ont rien à faire avec un type de son âge. Je l'aime. Ne dis pas d'horreur et mange tes frites, veux-tu? Mais monsieur Quinn, si je perds tout. Je n'en croyais pas mes yeux, monsieur Goldman. Cette gamine était folle amoureuse de Harry. Et les sentiments qu'elle éprouvait étaient des sentiments que moi-même je ne connaissais pas, ou que je ne me souvenais pas avoir éprouvés pour ma propre femme. Et j'ai réalisé à cet instant, à cause de cette fille de 15 ans, que je n'avais probablement jamais connu l'amour. Que beaucoup de gens n'avaient certainement jamais connu l'amour. Qu'ils se contentaient au fond de bons sentiments, qu'ils se terraient dans le confort d'une vie minable, et qu'ils passaient à côté de sensations merveilleuses, qui sont probablement les seules à justifier l'existence. Un de mes neveux qui vit à Boston travaille dans la finance. Il gagne une montagne de dollars par mois. Est marié, a 3 enfants, une femme adorable et une jolie bagnole. La vie idéale, quoi. Un jour, il rentre chez lui et il dit à sa femme qu'il s'en va, qu'il a trouvé l'amour avec une universitaire de Harvard, en âge d'être sa fille, rencontrée lors d'une conférence. Tout le monde a dit qu'il avait pété un plomb, qu'il recherchait dans cette fille une seconde jeunesse. Mais moi, je crois qu'il avait simplement rencontré l'amour. Des gens croient qu'ils s'aiment, alors ils se marient. Et puis un jour, ils découvrent l'amour, sans même le vouloir, sans s'en rendre compte. Et ils se le prennent en pleine gueule. À ce moment-là, c'est comme de l'hydrogène qui entrerait au contact de l'air. Ça fait une explosion phénoménale, ça ravage tout. 30 années de mariage frustrés qui pètent d'un seul coup, comme si une gigantesque fosse septique portée à ébullition explosait, éclaboussant tout le monde aux alentours. La crise de la quarantaine, le démon de midi, ce sont juste des types qui comprennent la portée de l'amour trop tard et qui en voient leur vie bouleversée. Alors, qu'avez-vous fait demandai-je. Pour Nola, j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne voulais pas me mêler de cette histoire et que, de toute façon, je ne pouvais rien faire. Que la lettre était dans le coffre et que la seule clé qui l'ouvrait pendait jour et nuit autour du cou de ma femme. C'était cuit. Elle m'a supplié. Elle m'a dit que si la police mettait la main sur cette feuille, Harry aurait de graves ennuis. Que sa carrière serait brisée. Qu'il irait peut-être en prison alors qu'il n'avait rien fait de mal. Je me souviens de son regard brûlant, son attitude, ses gestes. Il y avait en elle une fureur magnifique. Je me souviens qu'elle a dit « Ils vont tout gâcher, monsieur Quinn. Les gens de cette ville sont complètement fous. » Ça me rappelle cette pièce d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem. Avez-vous lu, Miller? Ses yeux se mouillèrent de petites perles de larmes, toutes prêtes à déborder et à dévaler ses joues. J'avais lu Miller. Je me rappelais le foin qu'avait fait la pièce à sa sortie à Broadway. C'était peu avant l'exécution des époux Rosenberg. Ça m'avait fichu des frissons pendant des jours, parce que les Rosenberg avaient des enfants à peine plus âgés que Jenny à cette époque, et que je m'étais demandé ce qui lui arriverait si j'étais exécutée moi aussi. Je m'étais sentie tellement soulagée de ne pas être communiste. Pourquoi Nola est-elle venue vous trouver, vous? Sans doute parce qu'elle s'imaginait que j'avais accès au coffre, mais ce n'était pas le cas. Comme je vous dis, personne d'autre que ma femme n'avait la clé. Elle la gardait jalousement accrochée à une chaîne et toujours rangée dans ses seins. Et moi, ces seins, il y avait bien longtemps que je n'y avais plus accès. Que s'est-il passé alors? Nola m'a flattée. Elle m'a dit « Vous êtes ingénieux et vif, vous saurez comment faire. » Alors j'ai fini par accepter. Je lui ai dit que j'essaierais. Pourquoi demandai-je. Pourquoi? Mais à cause de l'amour. Comme je vous l'ai dit avant, elle avait 15 ans, mais elle me parlait de choses que je ne connaissais pas et que je ne connaîtrai probablement jamais. Même si, à vrai dire, cette histoire avec Harry me donnait plutôt la nausée. Je l'ai fait pour elle, pas pour lui. Et je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire pour le chef Pratt. Preuve ou pas preuve, le chef Pratt était au courant de tout désormais. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Je vais l'empêcher de nuire. Je vais faire de lui un criminel. » Sur le moment, je n'ai pas bien compris. Et puis, il y a quelques semaines, lorsque Pratt a été arrêté, j'ai réalisé qu'il avait dû se passer de drôles de choses. Mercredi 6 août 1975. Sans s'accorder, ils avaient tous deux agi le lendemain de leur conversation. Vers 17h, dans une pharmacie de Concorde, Robert Quinn acheta des somnifères. Au même moment, dans le secret du poste de police d'Aurora, Nola, agenouillée sous le bureau du chef Pratt, s'efforçait de protéger Harry en damnant Pratt et faisant de lui un criminel, l'entraînant dans ce qui allait devenir une longue spirale de 33 ans. Cette nuit-là, Tamara dormit de tout son soûl. Après le repas, elle se sentit tellement fatiguée qu'elle se coucha sans même prendre le temps de se démaquiller. Elle s'effondra comme une masse sur son lit et tomba dans un profond sommeil. Ce fut si rapide que Robert craignit durant une fraction de seconde d'avoir dissous une trop forte dose dans son verre d'eau et de l'avoir tuée. Mais les ronflements magistraux à la cadence militaire que poussa bientôt sa femme le rassurèrent aussitôt. Il attendit qu'il soit 1h du matin pour agir. Il devait être sûr que Jenny dormait, et qu'en ville, personne ne le verrait.
Lorsque ce fut le moment d'entrer en action, il commença par secouer sa femme sans ménagement, pour s'assurer qu'elle était définitivement neutralisée. Il eut la joie de constater qu'elle restait inerte. Pour la première fois, il se sentit puissant. Le dragon, affalé sur son matelas, n'impressionnait plus personne. Il décrocha le collier qu'elle portait autour du cou et s'empara de la clé, victorieux. Au passage, il lui attrapa les seins à pleines mains et il constata avec regret que cela ne lui faisait plus aucun effet. Sans un bruit, il quitta la maison. Pour rester silencieux et n'éveiller aucun soupçon, il emprunta le vélo de sa fille. Pédalant dans la nuit, les clés du Clarks et du coffre dans la poche, il sentait monter en lui l'excitation de l'interdit. Il ne savait plus s'il faisait ça pour Nola ou surtout pour nuire à sa femme. Et sur sa bicyclette lancée à toute allure à travers la ville, il se sentit soudain tellement libre qu'il décida de divorcer. Jenny était une adulte désormais, il n'avait plus aucune raison de rester avec sa femme. Il en avait assez de cette furie, il avait droit à une nouvelle vie. Volontairement, il fit quelques détours pour faire durer encore cette sensation grisante. Arrivé dans la rue principale, il poussa son vélo pour avoir le temps d'inspecter les environs. La ville dormait paisiblement. Il n'y avait ni lumière, ni bruit. Il laissa son vélo contre un mur, ouvrit le Clarks et se faufila à l'intérieur, ne se guidant qu'à la lumière des éclairages publics qui filtraient par les baies vitrées. Il arriva jusqu'au bureau. Ce bureau où il n'avait jamais le droit d'entrer sans l'autorisation expresse de sa femme. Il en était désormais le maître. Il le foulait aux pieds, il le violait. C'était un territoire conquis. Il alluma la lampe torche qu'il avait emportée et commença par explorer les étagères et les classeurs. Il y avait des années qu'il rêvait de fouiller cet endroit. Que pouvait y cacher sa femme ? Il s'empara des différents dossiers et les parcourut rapidement. Il se surprit à chercher des lettres d'amant. Il se demandait si sa femme le trompait. Il imaginait que oui, comment pouvait-elle se contenter de lui ? Mais il n'y trouva que des bons de commande et des documents de comptabilité. Alors il passa au coffre, un coffre en acier, imposant, qui devait bien mesurer 1 mètre de haut, et qui reposait sur une palette en bois. Il introduisit la clé de sécurité dans la serrure, la fit tourner, et il frémit en entendant le mécanisme d'ouverture fonctionner. Il tira la lourde porte et braqua sa lampe sur l'intérieur, composé de 4 niveaux. C'était la première fois qu'il voyait ce coffre ouvert. Il frémit d'excitation. Sur le premier rayonnage, il trouva des documents de banque, le dernier relevé de comptabilité, des reçus de commande et les fiches de salaire des employés. Sur le second rayonnage, il trouva une boîte en fer blanc contenant les fonds de caisse du Clarks et une autre contenant des liquidités modestes pour payer les fournisseurs. Sur le troisième rayonnage, il trouva un morceau de bois qui ressemblait à un ours. Il sourit. C'était le premier objet qu'il avait offert à Tamara lors de leur première vraie sortie ensemble. Ce moment, il l'avait préparé avec minutie, pendant plusieurs semaines. Multipliant les heures supplémentaires à la station-service où il travaillait en plus de ses études pour pouvoir emmener sa Tammy dans l'un des meilleurs établissements de la région, chez Jean-Claude, un restaurant français où l'on servait des plats d'écrevisses apparemment extraordinaires. Il avait étudié tout le menu, il avait compté combien lui coûterait le repas si elle prenait les plats les plus chers. Il avait économisé jusqu'à réunir assez d'argent, puis il l'avait invitée. Ce fameux soir, lorsqu'il était venu la chercher chez ses parents et qu'elle avait appris leur destination, elle l'avait supplié de ne pas se ruiner pour elle. « Oh, Robert, tu es un amour. Mais c'est trop, c'est vraiment trop, avait-elle dit. Elle avait dit amour. Et pour le convaincre de renoncer, elle avait proposé d'aller manger des pâtes, dans un petit italien de Concorde, qu'il attendait depuis longtemps. Ils avaient mangé des spaghettis, bu du Chianti et de la grappa maison, et un peu ivres, ils étaient allés à une fête foraine proche. Sur le retour, ils s'étaient arrêtés au bord de l'océan, et ils avaient attendu le lever du soleil. Sur la plage, il avait trouvé un morceau de bois qui ressemblait à un ours, et il le lui avait donné lorsqu'elle s'était blottie contre lui, aux premiers éclats de l'aube. Elle avait dit qu'elle le garderait toujours, et elle l'avait embrassé pour la première fois. Poursuivant son exploration du coffre, Robert, ému, trouva à côté du morceau de bois une quantité de photos de lui-même au fil des années. Au dos de chacune, Tamara avait griffonné quelques annotations, même pour les plus récentes. La dernière datait du mois d'avril, lorsqu'ils étaient allés assister à une course automobile. On y voyait Robert, jumelles vissées sur les yeux, qui commentait les tours, et au dos, Tamara avait inscrit « Mon Robert, toujours aussi passionné par la vie. Je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Après les photos, il y avait des souvenirs de leur vie commune, leur faire-part de mariage, celui de la naissance de Jenny, des photos de vacances, de menus bricoles dont il pensait qu'elles avaient été jetées depuis longtemps, des petits cadeaux, une broche en toque, un stylo souvenir, ou encore ce presse-papier en serpentine, acheté lors de vacances au Canada et qui lui avait valu des réprimandes acerbes, des « Mais Bobo, que veux-tu que je fasse de pareilles cochonneries ?» Et voilà qu'elle avait religieusement tout conservé dans ce coffre. Robert songea alors que ce que sa femme cachait dans ce coffre, c'était son cœur, et il se demanda pourquoi.
Sur le 4e rayonnage, il trouva un épais cahier relié en cuir qu'il ouvrit. Le journal de Tamara. Sa femme tenait un journal. Il n'en avait jamais rien su. Il l'ouvrit au hasard et lut à la lumière de sa lampe. 1er janvier 1975. Avons fêté la Saint-Sylvestre chez les Richardson. Note de la soirée, 5/10. Nourriture pas terrible et les Richardson sont des gens ennuyeux. Je ne l'avais jamais remarqué. Je crois que la Saint-Sylvestre est un bon moyen de savoir lesquels de vos amis sont ennuyeux ou non. Bobo a rapidement vu que je m'ennuyais. Il a voulu me divertir. Il a fait le pitre, il a voulu raconter des blagues et il a fait semblant de faire parler son tourteau. Les Richardson ont bien ri. Paul Richardson s'est même levé pour noter l'une des blagues. Il a dit qu'il voulait être certain de s'en souvenir. Moi, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est le disputer. Dans la voiture, au retour, je lui ai dit des horreurs. J'ai dit « Tu ne fais rire personne avec tes blagues de mauvais goût, tu es lamentable. Qui t'a demandé de faire le clown, hein? Tu es ingénieur dans une grande usine, non? Parle de ton métier, montre que tu es sérieux et quelqu'un d'important. Tu n'es pas au cirque, bon sang. » Il m'a répondu que Paul avait ri à ses blagues, et je lui ai dit de se taire, que je ne voulais plus l'entendre. Je ne sais pas pourquoi je suis méchante. Je l'aime tellement. Il est tellement doux et attentionné. Je ne sais pas pourquoi je me comporte mal avec lui. Ensuite, je m'en veux et je me déteste, et du coup, je suis encore plus ignoble. En ce jour de nouvelle année, je prends la résolution de changer. Enfin, je prends cette résolution chaque année et je ne m'y tiens jamais. Depuis quelques mois, j'ai commencé à aller voir le docteur Ashcroft, à Concorde. C'est lui qui m'a conseillé de tenir un journal. Nous avons une séance par semaine. Personne n'est au courant. J'aurais bien trop honte que l'on sache que je vais voir un psychiatre. Les gens diraient que je suis folle. Je ne suis pas folle. Je souffre. Je souffre, mais je ne sais pas de quoi. Le docteur Ashcroft dit que j'ai tendance à détruire tout ce qui me fait du bien. On appelle ça l'autodestruction. Il dit que j'ai des angoisses de mort et que c'est peut-être lié. Je n'en sais rien. Mais je sais que je souffre et que j'aime mon Robert. Je n'aime que lui. Sans lui, que serais-je devenue? Robert referma le livre. Il pleurait. Ce que sa femme n'avait jamais pu lui dire, elle l'avait écrit. Elle l'aimait vraiment. Elle n'aimait que lui. Il trouva que c'étaient les plus beaux mots qu'il avait jamais lus. Il s'essuya les yeux pour ne pas tacher les pages et lut encore. Pauvre Tamara, Tammy chérie, qui souffrait en silence. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit pour le docteur Ashcroft? Si elle souffrait, il voulait souffrir avec elle. C'était pour cela qu'il l'avait épousée. Balayant le dernier rayonnage du coffre d'un coup de lampe, il tomba sur le mot de Harry et fut brusquement ramené à la réalité. Il se rappela sa mission. Il se rappela que sa femme était affalée sur son lit, droguée, et qu'il devait se débarrasser de ce morceau de papier. Il s'en voulut soudain de ce qu'il était en train de commettre. Il était sur le point de renoncer lorsqu'il songea que, s'il se débarrassait de cette lettre, sa femme se préoccuperait moins de Harry Kébert et plus de lui. C'était lui qui comptait. Elle l'aimait. C'était écrit. C'est ce qui le poussa finalement à s'emparer du feuillet et à s'enfuir du Clarks dans le silence de la nuit, après s'être assuré de n'avoir laissé aucune trace de son passage. Il traversa la ville sur sa bicyclette et, dans une ruelle tranquille, il mit le feu aux mots de Harry Kébert à l'aide de son briquet. Il regarda le morceau de papier brûler, brunir, se tordre en une flamme d'abord dorée, puis bleue, et disparaître lentement. Il n'en resta bientôt rien. Il rentra chez lui, remit la clé entre les seins de sa femme, se coucha à ses côtés et l'étreignit longuement. Il fallut 2 jours à Tamara pour réaliser que le feuillet n'était plus à sa place. Elle se crut folle. Elle était certaine de l'avoir mis dans le coffre et pourtant il n'y était pas. Personne n'avait pu y avoir accès, elle gardait la clé avec elle, et il n'y avait pas eu d'effraction. L'aurait-elle égaré dans le bureau? L'avait-elle rangé ailleurs, machinalement? Elle passa des heures à fouiller la pièce, à vider les classeurs et les remplir à nouveau, à trier les papiers et les ranger encore, en vain. Ce minuscule morceau de papier avait mystérieusement disparu. Robert Quinn m'expliqua que, lorsque, quelques semaines plus tard, Nola disparut, sa femme en fit une maladie. Elle répétait que, si elle avait encore ce feuillet, la police pourrait enquêter sur Harry. Et le chef Pratt qui lui disait que, sans ce morceau de papier, il ne pouvait rien faire. Elle était hystérique. Elle me disait 100 fois par jour « C'est Kébert, c'est Kébert, je le sais, tu le sais, nous le savons tous. Tu as vu ce mot comme moi, non ?» « Pourquoi n'avez-vous rien dit à la police à propos de ce que vous saviez ?» demandai-je. « Pourquoi n'avoir pas dit que Nola était venue vous trouver, qu'elle vous avait parlé de Harry? Ça aurait pu être une piste, non ?» Je voulais le faire, j'étais très partagée. « Pourriez-vous éteindre votre enregistreur, monsieur Goldman ?»« Bien sûr. » J'éteignis la machine et je la rangeai dans mon sac. Il reprit. « Lorsque Nola a disparu, je m'en suis voulu. J'ai regretté d'avoir brûlé ce morceau de papier qui la reliait à Harry. Je me suis dit que, grâce à cette preuve, la police aurait pu interroger Harry, se pencher sur lui, enquêter plus loin.
et que s'il n'avait rien eu à se reprocher, il n'aurait rien eu à craindre. Les gens innocents n'ont pas de soucis à se faire après tout, non? Enfin, bref, je m'en voulais. Alors, je me suis mis à lui écrire des lettres anonymes, que je suis allée accrocher à sa porte lorsque je le savais absent. Quoi? Les lettres anonymes, c'était vous? C'était moi. J'en avais préparé un petit stock en utilisant la machine à écrire de ma secrétaire à la ganterie de Concorde. Je sais ce que vous avez fait à cette gamine de 15 ans, et bientôt toute la ville saura. Je gardais les lettres dans la boîte à gants de ma voiture, et chaque fois que je croisais Harry en ville, je me précipitais à Goose Cove pour y déposer une lettre. Mais pourquoi? Pour soulager ma conscience. Ma femme n'arrêtait pas de répéter que c'était lui le coupable. Je me disais que c'était plausible, et que si je le harcelais et que je lui faisais peur, il finirait par se dénoncer. Ça a duré quelques mois, et puis j'ai arrêté. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter? Sa tristesse. Après la disparition, il était si triste. Ce n'était plus le même homme. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être lui. Alors j'ai finalement cessé. Je restais stupéfait de ce que je venais d'apprendre. Je demandais encore, à tout hasard, « Dites-moi, monsieur Quinn, n'auriez-vous pas par hasard mis le feu à la maison de Goose Cove ?» Il sourit, presque amusé par ma question. « Non, vous êtes un chic type, monsieur Goldman. Je ne vous ferai pas ça. J'ignore quel est l'esprit malade qui en est le responsable. » Nous terminâmes notre bière. « Au fait, relevai-je, vous n'avez pas divorcé finalement? Ça s'est arrangé avec votre femme? Je veux dire, après la découverte de tous ses souvenirs dans le coffre de son journal intime. » C'est allé de pire en pire, monsieur Goldman. Elle a continué de me houspiller sans cesse, et elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Jamais. Durant les mois puis les années qui ont suivi, il m'est arrivé régulièrement de la droguer à coups de somnifères, pour aller lire et relire ses journaux, pour aller pleurer nos souvenirs en espérant qu'un jour cela aille mieux. Espérer qu'un jour cela aille mieux. Peut-être est-ce là l'amour. J'ai hoché la tête pour acquiescer. Peut-être, dis-je. Depuis ma suite du Regents, je poursuivis l'écriture de mon livre de plus belle. Je racontais comment Nola Kellergan, 15 ans, avait tout fait pour protéger Harry. Comment elle s'était donnée, compromise, pour qu'il puisse garder la maison, écrire pour qu'il ne soit pas inquiété, comment elle était devenue peu à peu à la fois la muse et la gardienne de son chef-d'œuvre, comment elle était parvenue à créer une bulle autour de lui pour le laisser se concentrer sur son écriture et lui permettre d'accoucher de l'œuvre de sa vie. Et à mesure que j'écrivais, je me surpris même à penser que Nola Kellergan avait été cette femme exceptionnelle dont tous les écrivains du monde rêvaient certainement. Depuis New York, où elle reprenait avec un dévouement et une efficacité rares mes feuillets, Denise me téléphona une après-midi et me dit « Marcus, je crois que je pleure. »« Pourquoi cela ?» demandai-je. « C'est à cause de cette petite, cette Nola. Je crois que je l'aime moi aussi. » Je souris et je lui répondis « Je crois que tout le monde l'a aimée, Denise. Tout le monde. » Puis 2 jours plus tard, soit le 3 août, il y eut cet appel de gars Hallowwood, surexcité. « L'écrivain, beugla-t-il, j'ai les résultats du labo. Sacré nom de Dieu, vous n'allez pas en croire vos oreilles. L'écriture sur le manuscrit, c'est celle de Luther Caleb. Aucun doute possible. On a notre homme, Marcus. On a notre homme.